je voulais commencer par dire que lorsque je regarde quand même les événements ces derniers temps, je me rends compte que l'extérieur, à savoir les puissances internationales, notamment la France, se préoccupe aussi du changement de régime au Cameroun. Et j'ai entendu quelqu'un dire dernièrement que le changement du régime camerounais fait partie intégrante de l'agenda de Macron. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que l'opposition camerounaise prépare par rapport à ça? Et nous avons vu dernièrement qu'au Cameroun, on a mis en général comme prochain ambassadeur de la France au Cameroun. Est-ce que l'opposition s'occupe de cette situation-là, sachant que la transition chez nous fait partie de l'agenda d'un autre pays, du président d'un autre pays? Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est passé comme ça, personne n'a commenté cette affaire-là. Deuxième aspect qui m'interpelle, je suis enseignant et je sais ô combien c'est important de former des gens pour l'avenir, parce que c'est eux qui vont prendre le relais dans ces pays-là. Et nous sommes dans un pays qui est déjà dans une crise de son avenir. C'est-à-dire que l'enseignement est complètement en crise délabrée, les professeurs ne sont pas payés, il y a des crises à gauche et à droite, et ça m'amène à vous poser la question de savoir, face à un pays qui est déjà en crise dans son avenir, que prévoyez-vous pour essayer donc de sortir de cette situation? Et je vous ai dit, je ne peux pas développer parce qu'au Cameroun, nous sommes dans un pays qui se situe dans un écheveau de crise. Nous avons la crise politique, la crise sociale, la crise économique, la crise civique, la crise sécuritaire, la crise patriotique. On ne peut pas développer toutes ces crises, je n'aurai pas le temps de les développer. Cependant, je voulais vous dire que moi je suis de la société civile et j'observe beaucoup de choses. Et première chose que j'observe, c'est de nous dire quand même que si Biya fait 40 ans au pouvoir, ça veut dire que si nous sommes en train de jouer un match, il nous mène 40-0. Et s'il nous mène 40-0, ça veut dire qu'en face, nous sommes nuls. Il ne faut pas uniquement insister sur ce que Biya fait, nous le connaissons tous, mais posons-nous la question de savoir comment a-t-il fait pendant 40 ans pour rester là? Donc nous interroger nous-mêmes, qu'a fait l'opposition camerounaise pendant 40 ans? Est-ce qu'elle a été excellente? Est-ce qu'elle a été organisée? Est-ce qu'elle a été jusque-boutiste? Est-ce qu'elle a été conséquente, cette opposition-là? Je crois que ce sont des questions qu'il faut se poser aussi pour essayer de mieux s'organiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les défis sont tellement grands devant nous que ce n'est pas l'affaire d'un individu. Si, dans l'opposition, ou alors dans les têtes des Camerounais, ils pensent qu'un individu peut relever ce pays-là et surmonter tous ces défis, c'est une erreur. C'est une affaire qui doit se faire de façon collective. Parce que le défi est tellement énorme qu'un individu, quelles que soient ses capacités, n'y arrivera pas. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et puis la troisième, c'est que moi j'ai observé un peu la diaspora, parce que la diaspora doit aussi se poser la question de savoir, depuis 40 ans, qu'avons-nous fait? Et depuis l'élection présidentielle 2018, j'ai observé un peu de loin la diaspora et je me suis rendu compte que nous sommes encore dans une grande médiocrité. Nous parlons de transition. C'est extrêmement important qu'on sache que ce qu'il nous faut, c'est la transition, c'est-à-dire des propositions de transformation. Ce n'est pas remplacer quelqu'un, comme le disait madame tantôt, c'est transformer le pays, transformer l'État, transformer la nature du pouvoir, transformer le type de justice, transformer le type d'éducation, ce qu'on enseigne aux enfants. Et qu'est-ce que j'ai observé? Je vous donne un morceau choisi de quelques propositions de transition. La première transition, c'est-à-dire dans la diaspora, la première idée que j'observe, c'est quoi? C'est une idée mise dans l'espace public diasporique par Ngana. La transition, c'est les Boulous, ils doivent être tout simplement donc mis de côté. C'est pas le problème. Donc la transition pour Ngana, c'est le génocide des Boulous. Je vous dis que nous sommes là dans la médiocrité à l'échelle nulle de ce qu'il nous faut au Cameroun. Première idée, c'est celle-là. La deuxième idée de la transition que j'ai observée dans la diaspora, c'est le mouvement corps, Kamto ou rien. Ça veut dire que
pour le Cameroun, on ne peut avoir une transition que si c'est uniquement Maurice Kamto qui est au pouvoir. Si on n'a pas Kamto au pouvoir, alors il n'y a pas de transition. Ça, c'est aussi de la médiocrité. Ce n'est pas au niveau. Ça, je ne vous parle pas du MRC, je vous parle de la diaspora, des choses que j'ai observées dans cette diaspora. Troisième élément de transition que j'ai observé dans cette diaspora, c'est quoi? Ôtez-vous de là et qu'on s'y mette à votre place. C'est tout ce groupuscule qui s'est partagé les postes en disant le régime va tomber, toi tu vas être ministre, tu vas être ambassadeur, tu vas être consul, tu vas être ceci. Donc la transition ici veut dire prendre la place des autres, être à la place des autres. Encore une fois, nous ne sommes pas au niveau. Et l'autre idée qui se développe encore dans la diaspora, c'est la transition comme tout simplement repli identitaire. Je peux mettre ça dans le grand ensemble du fédéralisme communautaire, à savoir chacun chez soi. C'est le moment donc de chasser les autres de son village pour devenir quelqu'un chez soi, pour gérer soi-même ses biens et dire le moment est venu pour que chacun rentre chez lui. Encore une fois, ce n'est pas au niveau des ambitions qui sont les nôtres pour transformer ce pays-là. Donc je voulais dire que la médiocrité est aussi du côté de l'opposition, du côté de la diaspora, et que si nous voulons essayer de transformer ce pays, nous devons essayer d'être meilleurs que ça. Parce que ce que j'ai entendu jusqu'ici, ce sont des choses qui ne sont pas au niveau du défi. Le signal d'aujourd'hui, c'est de dire que bien que nous ne soyons pas toujours d'accord sur tout, nous démontrons que nous pouvons dialoguer. C'est pourquoi nous sommes maintenant, je l'espère, en moins médiocre, en capacité d'exiger du régime camerounais de démontrer que lui aussi peut dialoguer. Parce que jusqu'à présent, il a systématiquement et depuis 40 ans monologué. Je ne dirais même pas monologué, il a tonné pour qu'il crie plus fort que les autres. Et que lorsqu'on est face à un système qui est aussi prédateur et aussi répresseur et répressif, nous sommes dans la nécessité de nous souder pour ne pas se faire cogner. Donc, aujourd'hui, nous l'espérons que c'est une réponse moins médiocre. Première chose. Deuxième chose, les programmes politiques existent. Ce sont les projets de société. Je pense que le MRC a un programme politique que chacun peut consulter. L'UPC Manidem en a un, le SDF en a un. Donc, s'il ne s'agissait que de propositions pour gouverner le pays, ce serait peut-être au mieux une ignorance, au pire une mauvaise foi, de dire qu'il n'y a pas de proposition alternative pour diriger ce pays. Donc, je pense que les Camerounais aussi doivent savoir où chercher l'information. Parce que souvent, certains disent, je prends le cas de l'UPC par exemple, vous êtes de quel UPC? Souvent les mêmes posent les mêmes questions tout le temps. Pourtant, pour qui pense connaître le pays, on sait très bien que le régime en a fabriqué à dessein pour justement créer la confusion. Donc les Camerounais aussi ont une responsabilité dans cette affaire. Ce n'est pas seulement l'opposition. Ce sont même les intellectuels aussi. Parce que, comme disait tout à l'heure le camarade de l'UPC Manidem, c'est difficile de militer aujourd'hui. Il y a une paupérisation. 40 ans, c'est 40 ans de paupérisation. Nous ne pouvons nous asseoir ici aujourd'hui, passer du temps à discuter, d'aucuns sont sur des réseaux sociaux. Mais au Cameroun, il y en a qui voudraient faire, et qui pourraient même faire mieux que nous en termes de réflexion. Mais au moment où nous parlons, ils cherchent quoi donner à manger à leurs enfants. Parce que ce régime a utilisé la paupérisation pour casser la résistance des Camerounais, comme le viol des femmes l'est dans certaines parties du monde, pour casser le mental des populations. La paupérisation n'est pas seulement une conséquence de 40 ans de gabégie, c'est une méthode, c'est une arme pour empêcher les Camerounais d'être en capacité de s'organiser. Donc c'est aussi un peu facile de dire, vous ne vous organisez pas, l'UPC a été contrainte de prendre les armes. Contrainte. Parce que la pression qui lui a été mise
l'a poussé à prendre des armes. Au point que des jeunes gens de 19 ans comme Martin Singap ont tenu tête à des colonels de l'armée française qui étaient des instructeurs militaires des Camerounais à l'époque. Donc, c'est un peu comme si on est en train de dire à un pot de fer, mais pourquoi tu es plus faible que le pot de fer, un pot de terre, mais tu es plus faible que le pot de fer, de quoi te plains-tu? T'as qu'à être plus fort. S'il est en terre, parce que c'est sa nature d'être en terre, il faudra qu'il ait plus d'intelligence pour résister contre le pot de fer. Et donc, aujourd'hui au Cameroun, nous disons que le niveau de répression, et vous l'avez dit, professeur Amougou, si on peut, vous voyez, il ne s'agit pas seulement de lutter contre le régime Paul Biya. Il y a derrière lui la France. Ça veut dire que le combat n'est pas seulement contre celui qu'on voit, c'est aussi contre celui qui pousse derrière. Donc il ne s'agit pas de le pousser. Or, avons-nous aujourd'hui et pouvons-nous avoir les moyens? Oui. Sur le plan international, qu'est-ce que, à l'occasion de la visite en fait, du passage de Macron, qu'est-ce que le SDF dit, demande au régime Biya, mais aussi rappelle à la France, la question de la souveraineté monétaire du Cameroun, elle est importante. L'abrogation des accords qui lient le Cameroun et la France et nous maintiennent dans une relation coloniale. La reconnaissance de leur rôle de la France donc, et de la France-Afrique, et une compensation appropriée pour les graves violations des droits de l'homme et les atrocités commises pendant la lutte pour la libération, l'indépendance et la réunification. Une relation qui prend acte de notre longue histoire commune et de nos Cameroun, des avantages socio-économiques, bilatéraux, etc. Alors, ce que ça veut dire, c'est que cette question, les partis politiques au Cameroun, et en tout cas le SDF, mais d'autres aussi, prennent ça à bras le cœur et savent que c'est un défi. Et c'est un défi commun. Si nous ne faisons pas attention, ce n'est pas seulement le système et le régime Biya qui va commencer, c'est le système de la France-Afrique qui va commencer. Et pour ceux qui le savent, la France-Afrique est née en fait en réalité avec la répression de l'UPC, la répression des combattants de l'indépendance au Cameroun. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est la continuation aussi de ces systèmes-là. Donc ça, c'est le premier point en ce qui concerne la question des intentions de la France. Il faut conscientiser, éduquer le peuple, résister et puis faire confiance et faire aussi comprendre à la France que ce n'est pas son intérêt au XXIe siècle de penser continuer les choses comme au XIXe, XVIIIe et au XXe siècle. Donc ça, c'est pour cette question-là. Maintenant, la question de savoir l'opposition pendant 40 ans, je suis absolument de ton avis, mais aussi je l'ai dit dans mon intervention, c'est qu'il est absolument nécessaire que nous, de l'opposition, que nous fassions aussi notre autocritique. Ça, c'est totalement indispensable. J'ai cité le point douloureux, comme je venais de le dire, dans la mesure où nous savons que nous ne ferons pas de coup d'État militaire, donc le renversement brutal est exclu pour ce qui nous concerne. Il ne nous reste que la lutte dans le cadre institutionnel, ce qu'on appelle dans le cadre institutionnel. Changer le Cameroun dans la paix et dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, compte tenu du rapport, du déséquilibre du rapport de force, il n'y a que notre intelligence, nos stratégies qui doivent jouer. Et nos stratégies avec les armes actuelles. Je pense que je l'ai dit dans mon intervention actuellement. Éduquer, travailler à avoir changé le code électoral, ça c'est en cours. Et ce qui me frustre, ce qui me manque, ou ce que je pense que nous devons faire, c'est la réflexion sur le changement de rapport de force avec le régime. Parce que, je répète, ce n'est pas parce que tu as sur le papier un projet consensuel de code électoral que tu présentes au peuple que ça ne va pas finir dans la poubelle de l'histoire. Mais plutôt, le plus important, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, ça veut dire probablement manifestation, ça veut dire diplomatie, ça veut dire toute une série de choses qu'actuellement, compte tenu de l'expérience que les Camerounais ont eue, y compris en 2008, c'est très difficile de devenir. Il faut être très créatif et ça, c'est un travail qui nous attend. Et ce travail-là, nous ne pouvons le faire que si nous faisons notre autocritique. Pendant les 40 ans, Moïse Sissoko l'a dit, l'opposition a fait des choses, mais ce n'est pas suffisant. C'est exactement comme dans une équipe de football, de haut sport, où quelqu'un te dit, mais j'ai gagné une médaille, j'ai été médaillé d'argent, j'ai été médaillé de ceci, ou j'ai même été médaillé d'or il y a quelques années, mais la compétition qui arrive, tu dois être plus que ce que tu as été, tu dois être plus fort. Le défi nous dépasse. Le régime Biya dispose non seulement des ressources de la France-Afrique, donc de la France, le régime Biya dispose du budget de l'État, de l'armée, de la justice. J'ai dit dans mon intervention, Paul Biya est à la fois le judiciaire, il est à la fois l'exécutif, le judiciaire et le législatif au Cameroun. Le défi est énorme. Et à ce moment, une des premières choses douloureuses à constater, c'est d'abord cette division entre nous. Nous en sommes arrivés, et maintenant je ne pointe pas de combat à qui que ce soit, nous en sommes arrivés maintenant au point où, quand Biya frappe le MRC, youpi, les autres jubilent.
ils vont voir, n'est-ce pas, ils ont cherché, ils ont cru que c'est si. Quand Biya frappe l'UPC, youpi, ah, c'était leur faute. Quand Biya frappe le RDPC, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il n'a pas fait ça? Nous en sommes arrivés à fêter carrément la répression de nos alliés. Il faut mettre fin à cela. Il faut mettre fin à cela. Quand je dis qu'il faut mettre fin à cela, je dis chacun fait son autocritique. Je dis au MRC, je dis au SDF, je dis au on s'attaque entre nous, il faut savoir comment nous nous attaquons entre nous. C'est vrai, nous sommes concurrents. Nous sommes concurrents veut dire que nous nous battons chacun pour gagner. Ça, c'est normal. Mais faisons-le comme on le fait dans le sport, faisons-le avec un certain fernet. Évitons certaines choses. Évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand tu attaques Frundi, si tu es MRC, tu attaques Frundi, attends-toi à ce que moi j'attaque Kamto. Si tu es SDF, tu attaques Kamto, attends-toi à ce que quelqu'un du MRC attaque. C'est exactement comme quand on était petit, on nous disait si tu insultes la mère de quelqu'un, lui il va insulter ta mère. Simple. Il faut simplement, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Ça veut dire donc faire notre autocritique, savoir comment nous procédons dans l'avenir pour avancer dans l'avenir, s'asseoir ensemble, en tout cas les vrais partis de l'opposition. On a 300 partis politiques au Cameroun, oui, je vais rapidement. On a 300 partis politiques au Cameroun, mais vous comptez sur les doigts de la main les partis qui sont vraiment des partis qui se battent pour le changement. Et ces peu de partis-là, c'est tellement dommage de gaspiller le temps. Et donc, rapidement, pour dire les derniers points que Thierry Amougou a dit, les différentes propositions médiocres, ça, je suis absolument d'accord avec l'expression. Je suis absolument, ça, c'est mon opinion personnelle. Certaines choses qu'on dit, c'est de la médiocrité, mais aussi c'est de la diversion, et c'est une manière même de servir plutôt l'agenda de Paul Biya. Donc, je reviens à ce que dit autocritique, stratégie, travail ensemble, collaboration pour qu'on avance. Je vais quand même rebondir sur ce que Oumar vient de dire. Lui partage le fait que, je ne sais pas qui est médiocre, ou si lui ou certains, ou si une certaine opposition est médiocre. Moi, je ne la partage pas. Je ne peux pas partager cette idée-là et je ne peux pas accepter qu'on vienne ici juste jeter comme ça en pâture le travail que de nombreux Camerounais font depuis de nombreuses années. Et ce travail, il ne remonte pas juste à hier, il ne remonte pas seulement à l'arrivée du MRC. Il remonte déjà à l'époque de ceux qui ont fondé la nation camerounaise, des pères fondateurs de notre République, de Oumiobe, d'Ernest Ouandié, de Félix Moumié, de tous ceux-là qui ont été assassinés en diaspora. Ces gens n'étaient pas médiocres, ils travaillaient réellement pour notre pays. Et dans les années 90, lorsqu'on dit que le SDF avec Frundi a gagné aux élections, ils ont réellement gagné. Et ils sont levés pour cela. Vous savez, la bataille qu'il y a eu durant ces années-là, il y a eu des morts. En 2008, il y a eu encore des morts au Cameroun. Simplement parce que la jeunesse ne voulait pas qu'il y ait justement cette modification qui a mené à la situation où nous sommes aujourd'hui, à savoir un régime, un pouvoir qui c'était un président, en fait, qui est vraiment devenu un despote, qui a transformé la République fondée par ceux qui ont obtenu l'indépendance du Cameroun, qui l'a transformé carrément en un royaume et qui aujourd'hui veut préparer le gré à gré. Je ne peux pas accepter qu'on parle de médiocrité alors que des anglophones se sont trouvés contraints de prendre les armes, pour certains au moins. Parce que la majorité des anglophones, je suis sûr, comme la majorité des Camerounais, comme d'ailleurs tous les êtres humains, demandent simplement à vivre en paix. C'est ce qu'ils demandent, c'est ce que tout le monde demande. On veut tous juste gagner notre petit pain, faire notre boulot et pouvoir prendre soin de sa famille. C'est ce que les gens veulent. Et dans le Nozo, les gens n'ont fait que manifester parce que justement, ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'imposait le régime dictatorial, le régime reptilien de Yaoundé. Nous le savons bien, nous savons comment ce régime a réagi. Et c'est ce qui a mené à la situation où nous sommes aujourd'hui, avec de nombreux anglophones en prison, et pour beaucoup d'entre eux, sans même avoir été jugés. Vous avez vu les images. Nous avons de nombreux militants du MRC qui sont emprisonnés, l'un d'eux est même décédé en prison. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi ce jeune homme est mort en prison? Pourquoi des Camerounais sont emprisonnés aujourd'hui?
Pourquoi le professeur Alain Foguet en prison? Pourquoi M. Bibou Nissak est-il en prison? Pourquoi bien d'autres sont-ils en prison? Ils y sont simplement parce qu'ils ont manifesté. Ils ont manifesté leur droit qui est reconnu par la Constitution. Et ça, ce n'est pas la médiocrité. Donc je pense qu'il est quelque peu facile, véritablement, juste de jeter comme ça que l'opposition est médiocre. Non, il ne faut pas que nous nous laissions entraîner là-dedans. Il ne faut pas, d'ailleurs, qu'on se laisse enfermer dans cette idée de l'opposition. Il faut qu'on accepte, et c'est important qu'on commence par le reconnaître, que c'est un groupe de personnes, un groupe d'organisations diverses avec des vues différentes sur la manière de procéder. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, même au sein d'un seul parti, du même parti, en règle générale, il n'y a pas une seule vue. Même si on finit par, d'une certaine manière, l'imposer, les êtres humains, par essence, discutent, se disputent, essayent d'aborder des problèmes différemment. Une chose est certaine, me semble-t-il, de cette opposition, ou de ce groupe, de ceux qui ne sont pas au pouvoir, une chose est certaine, c'est que ceux-là, de manière constante, de manière vraiment constante, militent, en tout cas ceux qui suivent notre ligne, la ligne, comme a dit Rufao, la ligne de l'obtention ou l'accession au pouvoir de manière pacifique. Cela tout de même appelle les Camerounais, depuis des années, à s'inscrire sur les listes électorales, à aller voter le moment venu. Et bien sûr que le régime, au fil des ans, peut-être aussi au fil, il faut le reconnaître, d'erreurs commises peut-être par certaines parties dans l'opposition, peut-être que tout cela a certainement amené la population quelque part à se dire ça ne sert à rien éventuellement d'aller voter. Mais je peux au moins affirmer que notre parti politique, avec d'autres aussi, depuis une dizaine d'années, travaille véritablement à conscientiser les populations sur le fait que c'est uniquement de cette manière, c'est uniquement par cette voie-là que nous obtiendrons le changement au Cameroun. Et c'est extrêmement important pour que dès demain, nous travaillons ensemble déjà, non seulement pour mobiliser les gens au Cameroun, mais aussi pour mobiliser ici en diaspora. Vous le savez bien que s'inscrire sur les listes électorales ici est un véritable parcours du combattant apparemment pour ceux qui peut-être ne sont pas du bon bord. Moi je le dis, les militants de notre parti ont eu toutes les peines du monde à s'inscrire sur les listes électorales. On nous trouve toujours des prétextes disant par exemple que la machine pour s'inscrire ne fonctionne pas, ou bien les gens doivent avoir leur carte consulaire, si je ne m'abuse, mais ils ne savent pas quand on remet la carte consulaire. Donc ça, c'est un point sur lequel nous pouvons collectivement de nouveau aller vers Elecam, qui est représenté ici à l'ambassade, pour obtenir que tout cela soit bien mis sur pied et que tout le monde sache comment est-ce qu'il peut faire pour aller s'inscrire. Je vais terminer donc en revenant un peu sur la question du rapport avec la France. Nous savons bien le rôle que la France joue au Cameroun. Et nous, en tout cas dans notre parti, nous estimons que si nous arrivons au pouvoir, si le peuple camerounais nous fait confiance, on renégociera toute une série d'accords avec la France. Ça, c'est tout à fait clair. Nous avons même parlé des APE que nous renégocierons parce que c'est des accords pour lesquels un pays a le droit de revenir dessus, de les remettre sur la table pour discuter avec eux. Mais nous irons toujours, que ce soit avec la France ou comme tous les autres pays, dans des discussions où nous tenons compte à la fois des intérêts du Cameroun d'abord, mais aussi des intérêts des autres parties. Parce que nous sommes dans un système où quelqu'un ne peut pas, aucun pays ne peut faire comme s'il était tout seul. Il faut tenir compte des autres. Mais plus que tout, que le président de la France vienne au Cameroun ou estimer qu'il a dans son agenda le changement du Cameroun, cela n'engage que lui. Parce qu'après tout, et en réalité nous savons bien que le destin du Cameroun est entre nos mains. C'est à nous de changer nos pays, dans notre pays. Et notre président a écrit, lorsqu'il y a eu
des militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Celle-ci a vite fait de critiquer, de condamner cela, alors que la même communauté internationale se tait lorsque dans d'autres pays, certains militaires prennent le pouvoir. Donc, le message, il est clair. C'est aux Camerounais de changer le Cameroun. Et c'est pour ça qu'en réalité, notre travail, au-delà des incantations, c'est ce que nous devons tous faire sur le terrain. Si nous voulons qu'en 2025, nous soyons en mesure de présenter des candidats partout, il ne faut pas juste l'annoncer ici à Bruxelles. Il faut aller dans tous les coins du Cameroun pour mobiliser les populations, pour les organiser, pour être sûr d'avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Juste une dernière chose par rapport à Madame Marie-Louise Eteki, que je respecte et que j'admire vraiment beaucoup pour son boulot. Elle parle de la place de la femme. Mais oui, c'est clair que la femme qui joue un rôle primordial dans la société de manière générale et dans nos sociétés camerounaises en particulier, devrait, sur la scène politique, avoir une place beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que chez nous, au MRC, nous estimons qu'un pays qui veut se passer de plus de 50% de sa population, quelque part, marche sur la tête. Et donc nous disons que si nous étions en capacité de gouverner, ou lorsque nous serons en capacité de gouverner, nous donnerons aux femmes des positions importantes, des rôles régaliens, pas simplement des ministères, j'ai envie de dire, un peu de façade. Donc, oui, c'est important, mais il faut aussi que dès aujourd'hui, comme nous passons l'appel à l'ensemble de la population, mais que les femmes, quelque part, se libèrent et viennent aussi sur la scène politique. Parce que telle est véritablement la difficulté. Vous savez qu'au Cameroun, on exige le respect du genre aussi dans les listes, mais souvent, il est extrêmement difficile d'avoir les femmes sur des listes partout. Donc, c'est aussi un appel que nous lançons à ces femmes-là pour qu'elles viennent nous rejoindre. Vous voyez qu'il y a très peu de femmes dans la salle ici aujourd'hui. Et ce n'est pas les femmes qui manquent pourtant ici dans notre diaspora. Je crois que depuis 1940 au Cameroun, c'est-à-dire depuis 1948 même d'ailleurs, à la création de l'UPC, devenu UPC Manidem, c'est un parti d'opposition qui s'est battu pour la reconnaissance des droits du Cameroun, ou alors des Camerounais. D'abord pour l'indépendance, et dans les revendications de l'UPC Manidem, il y avait l'indépendance du Cameroun, la réunification des deux Camerouns et l'élévation du standard de vie des Camerounais. Et je pense que si les pères fondateurs avaient été écoutés, on ne serait pas en train de faire la guerre à nos frères. Parce que avant la Première Guerre mondiale, je ne sais pas comment est-ce que nos frères du Nozo s'appelaient. Et ceux qui sont francophones s'appelaient. Je ne sais pas si c'était les francophones, je crois que c'était les Camerounais, c'était les Africains. Donc lorsqu'on dit aujourd'hui que anglophone et francophone, c'est quelque chose qui m'énerve. Personnellement, ça m'énerve. Parce que dit anglophone et francophone, c'est en fait matérialiser l'impérialisme. Parce que c'était aussi ça l'objectif de l'impérialisme. Donc, ce n'est qu'après la perte de la Première Guerre mondiale par l'Allemagne qu'une partie du Cameroun se retrouve entre les mains des Anglais et une autre partie entre les mains des Français. Mais en fait, c'est le même peuple. Donc aujourd'hui, faire la guerre au Nozo, c'est faire la guerre à nous-mêmes. À nous-mêmes. Voilà. Donc si on avait écouté les pères fondateurs depuis 1948, on ne serait pas arrivé à cette sale guerre-là. Au niveau de... Nous savons effectivement que depuis 1955, l'UPC est interdite au pays, au Cameroun, mais ça n'a pas empêché les militants de l'UPC de continuer à travailler au prix de leur vie et en clandestinité. Et je ne veux pas me targuer de dire que c'est aussi l'UPC qui a contribué. Bon, c'est vrai qu'il y a le mur de Berlin qui est tombé, mais qui a aussi contribué à la venue du multipartisme au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que on continue à museler ce parti alors que des personnes ont payé de leur vie pour que ces pays puissent exister? Donc je ne pense pas que l'opposition n'a rien fait. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec vous, hein, lorsque vous dites qu'un seul parti politique ne peut pas battre bien. Ça c'est clair. Et à l'UPC Manidem, nous le reconnaissons de façon humble. Nous savons qu'un seul parti politique aujourd'hui, dans
le système actuel ne peut pas battre Biya. Biya a installé une machine électorale sur le terrain. Et il est difficile de le battre si vous êtes seul, même si vous êtes qui. Et on a vu aux dernières élections présidentielles. C'est vrai que tantôt le modérateur m'a coupé, parce que vous avez également parlé de la transformation totale de la société camerounaise. Oui, à l'UPC Mandem, c'est ce que nous défendons. On défend une période de transition, et pendant cette période de transition, on va mettre tout le monde sur la même table, et on va repenser le Cameroun, pour que dans l'avenir, lorsqu'il y a par exemple une élection présidentielle, ou alors n'importe quelle élection, que tous les partis, ou alors que tous les candidats partent avec les mêmes chances. Qu'il n'y ait pas un parti politique qui est favorisé parce que voilà, ce parti politique est au pouvoir. Non. Donc parmi les propositions fortes que l'UPC Mandem a propose aujourd'hui, c'est une période de transition. Et pendant cette période de transition, toutes les forces vives travaillent ensemble pour mettre en place une structure qui va gérer toutes les élections de façon indépendante. Le feu, un des anciens présidents de l'UPC Mandem, le camarade Makit, a écrit tout un texte là-dessus où il propose, où il dit voilà, comment est-ce que cette commission, la structure qui va gérer les élections va fonctionner, comment est-ce qu'elle sera financée. Tout est proposé. On a déjà proposé tout ça au régime en place. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Et voilà, parlant de la diaspora, c'est vrai que vous avez piqué quelques personnes de la diaspora qui pensent qu'elle représente toute la diaspora. Je suis désolé, M. Ngana ne représente pas toute la diaspora. M. Ngana n'appartient à aucune organisation. Donc lorsqu'il parle, je pense qu'il parle à titre individuel. Je ne sais pas l'organisation à laquelle M. Ngana appartient. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Donc lorsqu'il dit que le Cameroun changera si les boules ne sont plus au pouvoir, ça c'est son opinion. C'est pas ce que nous pensons à l'UPC. À l'UPC Mandem, nous comptons sur les forces de tous les Camerounais, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. On compte sur tous les Camerounais pour bâtir le pays. Parce que Ngana parle comme si tous les boulots étaient méchants ou alors étaient mauvais. Si on va dans toutes les ennemis, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Donc, vous avez parlé uniquement de Ngana comme s'il ne représente aucune organisation. Il ne parle pas pour la diaspora, en tout cas pas pour moi.